de Radio 91.3, la diversité, notre identité. Ndeye Fatou Kane, bonjour. Bonjour Mayacine. Vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions L'Harmattan, Le malheur de vivre. Mais avant de revenir au livre soi-même, qui est Ndeye Fatou Kane? Merci Mayacine de m'accueillir dans cette émission et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors Ndeye Fatou Kane est une jeune fille, comme toutes les jeunes filles sénégalaises, éduquée, née et grandie au Sénégal, où j'ai fait mes études primaires, secondaires et une partie de mes études supérieures à Dakar, à l'Institut supérieur de management. Et après 2 années de classe préparatoire, je suis venue en France pour passer ce qu'on appelle le concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Et j'ai intégré une école de commerce où je suis sortie diplômée d'un double master en transport et logistique international et en management portuaire. Mais parallèlement à ce cursus académique-là, j'ai toujours été passionnée par la lecture. Mon père, mon grand-père, c'est des personnes qui m'ont très tôt initiée à la lecture. J'ai à toute petite, je passais mon temps dans les bibliothèques, les librairies. Et c'est ainsi qu'on m'a inoculé le virus de la lecture. Alors, au fur et à mesure que je grandissais, que mes goûts littéraires s'affirmaient, je prenais goût à l'écriture. Déjà, ça a commencé par de petites histoires que j'écrivais, insérées de ce que je lisais, et plus tard, avec la création de mon blog. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très tôt, vous vous êtes donné à la lecture, à l'écriture. Et par rapport à ce livre en soi, vous l'avez eu l'idée ou vous avez eu le désir de l'écrire depuis quand? Alors, il faut savoir que quand j'écrivais déjà, je me disais que c'était pour moi, pour satisfaire mon besoin, mon envie d'écrire. Mais je n'ai jamais pensé à écrire un livre. C'est les gens qui me lisaient, qui partageaient mes écrits, qui les appréciaient, qui m'ont mis l'idée d'écrire le livre dans la tête. Déjà, ils me disaient que j'avais une belle plume, entre guillemets, que je devrais penser à écrire un livre. Mais à ce moment-là, pour moi, écrire un livre, c'était quelque chose d'énorme. Je n'y pensais vraiment pas. Et le temps faisant son œuvre, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et c'est ainsi que l'idée d'écrire le livre est partie. D'accord. Et on a vu qu'il y a un certain Cheikh Ahmedou Kane qui n'est pas étranger en Afrique, et dans le monde de l'écriture, qui a fait une préface de votre livre. Que représente-t-il pour vous? Alors, je rappelle que Cheikh Ahmedou Kane est non seulement mon grand-père, mais c'est l'une des personnes qui m'a influencé le plus dans mon métier de jeune écrivaine. C'est une référence, un modèle, parce que non seulement c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui est connu en Afrique et de par le monde, de par ses 2 magnifiques ouvrages, L'aventure ambiguë et Les gardiens du temple, mais c'est une référence pour moi parce qu'il concentre des valeurs auxquelles je crois éminemment et que j'essaie d'incarner dans ma vie de tous les jours, à savoir la tradition et le respect de la culture peul, mais aussi la modernité et l'ouverture sur le monde. Donc évidemment, il a été l'un des premiers à être au courant de mon projet de livre et il m'a proposé de le préfacer. D'accord. Une préface de Cheikh Ahmedou Kane, ça veut dire que l'écriture est de haute facture. Qu'est-ce que vous écriviez auparavant? Des articles dans mon blog de www.cequej'aidans-la-tête.wordpress.com. Donc j'écris toujours des articles dans le blog, donc inspirés de notes de lecture de livres que j'ai lus, de musique qui me plaît, des faits de société, des chroniques, un melting pot en fait d'articles. Mais écrire dans un blog, c'est carrément différent d'écrire dans un livre. Donc c'est 2 mondes carrément différents. Donc je pense que c'est là où se situe la principale difficulté. Bien sûr. Après avoir confectionné, je veux dire, ce roman, quelles ont été les démarches entreprises? Est-ce que ça a été facile d'être publié par une maison d'édition comme L'Harmattan? Non, pas du tout, parce que déjà quand on débarque dans le monde des lettres et qu'on est inconnu, personne ne nous connaît, surtout quand on est jeune, c'est difficile. Parce que écrire le livre, déjà, c'est hyper dur, j'ai passé de longs mois à l'écrire, mais chercher une maison d'édition a été encore plus dur. Donc j'ai démarché au moins une bonne dizaine de maisons d'édition qui m'ont toutes opposé à un refus catégorique avant que L'Harmattan me dise oui, mais ça n'a pas du tout été facile. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, L'Harmattan, cette maison d'édition qui est une référence, ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des maisons d'édition qui ont refusé, ça veut dire aujourd'hui que l'écriture aussi n'était pas banale, n'était pas simple, la qualité de l'écriture n'était pas des moindres. Mais j'ai vu quelqu'un dans ce livre aussi, j'imagine, qui a marqué votre lecture, n'est-ce pas, Ahmadou Kourouma?
Oui. Je suis on va dire que je suis un peu de jeune, mais je suis de la vieille école. Parce que les premiers écrivains africains, de la génération de Nkrumah, de Aminata Sofa, de Amadou Nkrumah ou Samba Ousmane, ce sont les personnes que j'ai le plus lues dans ma jeune vie. Et Amadou Nkrumah, je l'aime non seulement pour son style d'écriture, mais aussi pour les thèmes qu'il développe dans ses œuvres. Quand je prends des livres comme Allah n'est pas obligé ou Quand on refuse on dit non, sous une bonne couche d'humour, Nkrumah réussit à relater des faits tels que le tribalisme, les conflits qui existent en Afrique. Et ce que j'aime le plus dans son style, c'est qu'il fait cohabiter le malinké, qui est sa langue maternelle, et le français. Donc c'est ce que j'admire le plus dans son style. Et j'ai emprunté quelques passages de son livre que j'ai mis en tout début de mon ouvrage. D'accord. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce livre, ce roman est teinté par des influences d'écriture, je veux dire. Même est-ce que j'y vois chez Ahmadou Khan comme l'aventure ambiguë, j'y vois un peu des traces d'Ahmadou Nkrumah, c'était pas... Oui, voilà. Donc c'est ce mélange d'anciens, d'écrivains des temps anciens, je peux dire, hein, c'était avant les indépendances, qui ont influencé votre livre, peut-être. Oui, qui m'ont grandement influencé et qui m'influencent dans la vie de tous les jours. Comme je l'ai dit, cette génération d'auteurs-là, ce que j'aime dans leurs livres, que ce soit Samba Ousmane Khala ou Aminata Sofa, La grève des battus, c'est qu'ils mêlent un savoureux mélange de tradition et de modernité. Ils parlent de faits de société qui se passent dans nos sociétés africaines, sénégalaises, ivoiriennes, mais ils y mettent aussi une couche de modernité. Donc je veux dire que ils m'ont grandement influencé dans mon travail d'écrivaine, car l'histoire du malheur de vivre se passe dans le Paris et le Dakar des années 1980, et j'y mets aussi un mélange de poulard et de français. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez eu la chance ou l'honneur d'être parrainé par les éditions L'Harmattan à travers cet écrit. Comment jugez-vous la place du livre au Sénégal aujourd'hui? Est-ce que le livre est bien vu? Est-ce que, voilà, il fut des temps, avant les indépendances, on parlait de littérature africaine. Aujourd'hui, on peut parler peut-être de littérature des Africains. Quel que soit le lieu où cette personne réside, parce que les écrivains africains, souvent, la plupart maintenant ne résident plus au Sénégal. Voilà, dans leur pays d'origine, je veux dire. Vous avez raison sur ce point-là, parce que c'est malheureux à dire, mais la plupart des écrivains africains ne résident pas dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'on va dire que le livre est quelque part mort, entre guillemets, dans nos sociétés. Parce qu'avant, même dans les années, dans les années 1980, il existait beaucoup de librairies, le livre était beaucoup soutenu en Afrique. Il y avait vraiment toute une politique construite autour de la lecture et pour inciter surtout les jeunes à lire. Mais maintenant, on va dire avec le développement de l'Internet, des nouvelles technologies, le livre disparaît de plus en plus de nos mentalités, de notre culture. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un livre pour y avoir des connaissances, pour s'informer, se cultiver. Mais maintenant, on va dire que le livre n'existe carrément plus. Donc, je pense qu'il faudrait influer une nouvelle dynamique autour du livre pour inciter les jeunes à découvrir de nouveaux auteurs, à se procurer des livres. Et je pense aussi qu'il y a une principale difficulté, parce que quand on voit les prix des livres en Afrique, on dit qu'on peut acheter autre chose avec qu'au lieu d'acheter un livre. Ça aussi, il y a une grande difficulté majeure dans ce domaine-là. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous avez eu du mal à faire passer votre livre au Sénégal? En fait, moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai lancé le livre d'abord au Sénégal avant de faire la promotion ici en France. Parce que je voulais me faire une toute petite place dans le landerneau littéraire sénégalais, me faire un nom d'abord. Parce que je pense que si je l'avais lancé en France et après au Sénégal, j'aurais eu plus de difficultés parce que j'aurais été assimilée comme écrivaine française, entre guillemets, ce que je ne voulais pas. Parce que le Sénégal, et même si je ne réside pas pour l'instant, le Sénégal est mon pays, le pays où je vivrai dans quelques années. Donc, il valait mieux me faire connaître là-bas. Et j'ai eu à faire et des tournées dans les écoles secondaires à Dakar. Et plus tard, je le ferai peut-être dans les régions, où j'ai eu à présenter le livre, en parler, et pour me faire un nom, parce que mon lectorat, il est à majorité jeune. Donc je veux que les jeunes s'identifient à ceux que j'écris, peut-être s'y retrouver plus tard. Si jamais je sors un second livre, ils sauront qui est Fatou Kane.
D'accord. Voilà, faire la promotion du livre demande beaucoup plus d'efforts au Sénégal qu'en France, Ouais. ça c'est sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même au niveau des médias, par exemple, vous avez eu la sensation que les médias soutiennent, par exemple, le livre? Tout dépend du type de médias en fait. Il y a, parce qu'au Sénégal, on peut faire une dichotomie entre les différents médias qui existent. Il y a les médias dits sérieux, les médias dits people, sensationnels. Donc si c'est qu'est-ce que vous changez comme people ou sérieux? Ben, les musiciens, les laudateurs, tout ce qui font la scène médiatique au Sénégal. Donc où on parle de leurs frasques, de leur vie de tous les jours. Et les médias qui traitent de l'économie, de l'actualité, de la littérature. Donc, je pense que j'ai eu une couverture médiatique assez importante à Dakar et je remercie tous ceux qui ont contribué à rendre le malheur de vivre un petit peu populaire. Et parce que si les médias n'avaient pas relaté, déjà ils étaient venus à la cérémonie de dédicace, beaucoup de journalistes étaient là. Et après, ils ont fait des notes de lecture, des papiers dessus, et on m'a invité à des émissions. Donc, s'ils ne l'avaient pas fait, je pense que le livre serait sorti dans un total anonymat. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, il faut peut-être donner plus de place au livre au Sénégal. Mais aujourd'hui, si on vient dans ce livre, vous essayez de quelque part, on a vu que les Sénégalais prennent le bateau, les pirogues pour aller en Espagne, et que vous sortez un livre pour faire cette dichotomie qui existe entre la vie en France et la vie sénégalaise, et cette séparation, et vous choisissez même le contraire de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire que c'est les immigrés qui viennent au Sénégal, qui choisissent une femme, qui les ramènent en France. Vous, c'était tout à fait le contraire. Pourquoi ce fait? Est-ce qu'il n'y a pas un brin de féminisme dans votre écriture? Féminisme, non, parce que j'aime pas trop le mot féminisme qui ne veut rien dire selon moi. Parce que moi, toute femme qui s'intéresse au devenir de ses semblables, on la traite de féministe. Alors que s'intéresser au sort des femmes, à la difficulté, pour moi, c'est tout à fait naturel. Donc le féminisme, très peu pour moi. Pourquoi j'ai pris le contre-pied de ce qui se passe habituellement, vous l'avez dit, les hommes qui viennent en Afrique pour chercher une femme, peut-être parce que je suis une femme, et que en ayant un personnage principal féminin, j'aurais été plus à même de relater ses émotions, de la décrire avec un petit peu plus d'acuité. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pris le contre-pied et que Sakina, qui est la femme qui évoluait en France, est allée chercher un mari au Sénégal. Si le féminisme ne signifie pas rien pour toi, est-ce que pour vous aussi, c'était une manière de mieux redéfinir le combat des femmes? Oui, tout à fait, parce que déjà si je prends l'exemple de Sakina, qui est une fille qui est née et a grandi en France, en 1980, il était très rare de voir des femmes qui allaient à l'école, et notamment à l'université. Donc Sakina a été à l'école française, est allée à l'université, était en année de licence. Donc ça déjà c'était un pied de nez à l'éducation des femmes en Afrique. On va dire que rien ne vaut l'instruction, rien ne vaut l'éducation, et en ayant un bagage intellectuel assez fourni, on sera plus à même d'appréhender notre vie de tous les jours. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce une invite à la population sénégalaise à mieux redéfinir les voyages qu'ils sont en train de faire, ces aventures qu'ils sont en train de tenter? Si je redéfinis les voyages qui sont amenés à faire, ce serait un petit peu prétentieux de ma part parce que je n'ai aucune expérience dans le domaine, je suis un petit peu jeune pour leur donner des leçons. Mais je peux donner comme un tout petit avis, ce serait parce qu'en général, on ne maîtrise pas les situations, les drames que certaines personnes sont amenées à vivre dans leur famille, et on ne maîtrise pas ce qui les amène à vouloir voyager pour venir en aide à leurs parents. Ça sont des intentions louables, mais de là à risquer sa vie dans des embarcations de fortune, avec 1% de chance d'arriver à bon port, ça franchement je ne le comprendrai jamais et je ne le cautionnerai pas. Mais il faut aussi parce que si les jeunes quittent l'Afrique pour aller en Europe, c'est parce qu'ils pensent trouver en Europe des conditions de vie meilleures. Parce que chez eux, ils galèrent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont personne vers qui se tourner. Donc il faudrait vraiment une politique étatique construite autour
de l'emploi des jeunes, de leur place dans la société. Parce qu'en Afrique, on voit que les personnes âgées de 15 à 28, 30 ans peut-être, sont les pourcentages les plus élevés. Donc il faudrait vraiment pas abandonner ces personnes, il faudrait leur trouver des occupations et instaurer une véritable politique de promotion de l'emploi des jeunes. Pour mieux comprendre le livre, je dis aux auditeurs que c'est une femme, une fille qui débarque au Sénégal, tombe amoureuse d'un homme qu'elle rencontre dans une boîte, et puis c'est cet homme qui va faire le malheur de sa vie, et puis voilà, elle a tout fait pour l'amener en France, et puis finalement elle se perdra à cause de cet amour. Que déjà ses cousines dès le départ essayaient de lui faire prendre raison, de lui déconseiller de s'amourer de lui. Oui, d'être avec cet homme. Mais aujourd'hui, vous êtes en France, vous êtes célibataire. Est-ce une manière est-ce que vous retournerez au Sénégal pour chercher un homme? Déjà, l'histoire de Sakina n'est pas mon histoire. Donc, quant à chercher un mari au Sénégal ou pas, je laisse tout entre les mains de Dieu, c'est lui qui décidera de l'endroit où mon futur mari résidera. Comme Sakina non, mais il ne faut pas assimiler ma vie à celle de Sakina, c'est carrément différent. Sakina, son histoire, c'est de la pure fiction. Je n'ai jamais vécu ce que Sakina a vécu, j'espère ne pas le vivre, parce qu'une telle tragédie, on ne la souhaite à personne. Mais pour ce qui est du mari, on laisse tout entre les mains de Dieu et on verra. Au Sénégal, il y a cette envie de faire venir son mari ou sa femme en France. Est-ce que aujourd'hui on voit ce que ça fait? Il y a eu pas mal de couples qui ont cassé, quelques temps après qui ont éclaté, après quelques temps de mariage. Et voilà, c'est une situation qui se vit, qu'on soit en France, en Italie ou aux États-Unis. Combien de personnes en ont vu, mais surtout des fois, c'est des parents, c'est entre cousins, entre cousines, cousins et cousines qui se marient et qui finissent par... est-ce que quelque part, il y avait quelque chose qui vous avait marqué, une histoire, même si c'est une fiction, on sait que c'est un roman, c'est une fiction. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce thème-là? Pourquoi? Parce que il y a eu des histoires qui sont passées autour de vous, qui vous ont inspiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce qu'en fait, même si c'est de la fiction et littéraire, j'ai été influencée par ce qui s'est passé autour de moi. Parce que surtout quand je vois des personnes qui habitent en France et qui profitent un mirage, en fait, sur leurs congénères qui sont établis en Afrique ou au Sénégal. Ils ne leur disent pas la vérité. Ils leur disent qu'en Europe, c'est l'Eldorado, on gagne des milliers d'euros, on ramasse de l'argent dans la rue. Vraiment, c'est le paradis. Et ces personnes-là, on ne peut pas les blâmer. Elles chercheront tout ou tard à venir en Europe par tous les moyens, quitte à avoir un mari ou une femme. Et ça se retrouve dans le personnage de Ousmane, qui est un boy Dakar, mais qui rêve de Paris, qui lit des magazines de mode parisien, qui s'habille à la dernière mode parisienne. Et quand il saura que Sakina habite en France, il fera tout pour la séduire et l'épouser. Car pour lui, venir vivre à Paris, c'était le point culminant de ses rêves d'ascension sociale. Effectivement. Mais il y a un paradoxe, par exemple, au Sénégal. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la vie en Europe est extrêmement dure. Tout le monde le sait. Mais en même temps, tout le monde essaie de profiter de ces situations que vivent les Sénégalais d'Europe pour soit venir aussi, malgré tout ce qu'on leur dit, qui essaient de tenter de venir par tous les moyens, mais en même temps, qui essaient tout le temps de soutirer de l'argent à ceux qui viennent au Sénégal, ne serait-ce qu'en vacances. Ce paradoxe-là, comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est qu'ils n'ont toujours... Même le fait de leur répéter tout le temps qu'en France la vie est dure, ils n'y croient pas au fond, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne qui vient, qui fait la frime, les nanas vont se dire, bon, on va l'aider à dépenser ses sous, et puis quand elle partira, Parce que si je prends l'exemple des immigrés sénégalais qui gagnent, peut-être qu'ils vont aller dépenser l'équivalent d'un an de salaire en 3 semaines, même s'ils passent leur temps à répéter à leurs semblables que la vie en Europe est dure, ils ne le croiront pas, parce qu'ils n'ont pas sous les yeux. Ils voient une personne qui change de vêtements tous les jours, qui conduit de belles voitures, qui donne des de l'argent à tour de bras. Ils vont se dire que peut-être c'est dur, mais pour lui, il s'en sort bien. Alors moi aussi, il faut mieux que je parte pour me rendre compte de moi, même si c'est dur ou pas. Alors ils auront du mal à avaler la pile, et on les comprend. Effectivement.
effectivement. Mais aujourd'hui, quelle peut être la solution à votre avis? Comme je l'ai dit, une véritable politique d'insertion des jeunes. Je vais prendre l'exemple de mon pays parce que c'est celui que je maîtrise le plus. Pour aider dans l'instruction, dans l'éducation. Si on prend l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop, qui est une université que de nom, parce qu'on voit que c'est plus un champ de bataille que l'université. Tous les mois, toutes les semaines, on voit que les étudiants sont rentrés en grève. Ils revendiquent des bourses, des inscriptions en master. L'État ne fait rien à part promettre que les bourses sont délivrées et essayer de trouver une solution. Moi, je pense qu'il faut que tous les acteurs de l'éducation sénégalaise se retrouvent autour d'une table. Les professeurs, l'État, les étudiants, pour qu'on trouve des solutions de sortie de crise. Parce que, j'ai dit que l'université Cheikh Anta Diop était le temple de l'excellence, où tous les ressortissants africains venaient se former. Mais maintenant, on voit qu'il y a trop d'étudiants pour pas assez de place. Déjà, ça c'est un fait. Et on dirait que les enseignants ont démissionné. Ils sont là que pour prendre leur salaire et partir. Et pour le secondaire, on va avec des professeurs qui ne sont pas qualifiés pour enseigner. Ils échouent des femmes et ils sont formés en quelques mois et deviennent professeurs. Donc là aussi, il y a un problème. Donc je pense que tout réside dans l'instruction et dans l'éducation. Et c'est là qu'on doit vraiment capitaliser nos ressources au lieu de faire de la politique politicienne. Effectivement. Là, c'est juste un pan de la résolution des problèmes parce que tous ceux qui prennent les pirogues aussi, c'est souvent des villageois, c'est pas des personnes, c'est pas des étudiants. C'est des pêcheurs. Ils viennent à Dakar, donc, oui, allez-y. Ouais, ils viennent à Dakar, ils pensent que là aussi, et on ne peut pas les blâmer parce que si dans leur village, l'agriculture ne marche pas, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds quant à leur récolte, ils viendront à Dakar aussi pour essayer de chercher une vie meilleure. Donc là aussi, au niveau de la politique agricole, il y a aussi beaucoup d'efforts à faire. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui a été développé dans ce livre. C'est cette dichotomie qui existe entre le village et la ville. Quand la personne commence à envoyer de l'argent à son village, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a gagné, il a tout, il a réussi. Voilà, et on ne s'occupe plus de lui en ville, on ne sait pas de quoi il vit, on ne sait pas. L'essentiel, c'est qu'il envoie de l'argent, voilà. Oui, voilà. Et c'est ce même paradoxe qu'on voit quand la personne aussi quitte Dakar pour aller en Europe. Et alors qu'il envoie de l'argent, on ne sait plus de quoi il vit, on ne s'en occupe plus. C'est-à-dire que la personne, elle est déjà, c'est la meilleure des personnes qui puissent exister. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Et donc finalement, ce qui a plus fait noyer le poisson par rapport à Ousmane, qui est le mari qui a vraiment sacrifié une fille qui avait un avenir radieux, c'était aussi la complicité entre guillemets de sa famille, de ses amis, de ses parents et voilà, et de Sakina, sa bien-aimée. Parce que Sakina ne voulait pas voir comment Ousmane était. Parce qu'il y a eu des prémices, il a un petit peu montré son vrai caractère, mais comme elle était prise dans le feu de la romance, de l'amour, elle n'a pas ouvert les yeux. Elle s'est dit que c'est tout l'homme qu'il lui fallait. Elle a tout fait pour qu'il l'épouse et qu'il vienne en France. Elle a ouvert les yeux, malheureusement, c'était trop tard. L'amour rend aveugle, finalement. Allah rend aveugle. Je ne sais pas si l'amour rend aveugle, mais si aveugle... dans le cas de Sakina, oui. Oui, voilà. Et aujourd'hui, quel enseignement pourrait-on tirer de ce livre? Toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit que oui, la fin de Sakina est trop triste. Il ne fallait pas qu'elle finisse comme ça. Mais moi, je pense que c'était un processus en fait auquel le fait que Sakina finisse mal, c'était la finalité. Mais finalement, oui, mais la manière, c'était atroce cette manière. Non, il fallait que je mette de l'accent. C'est vrai que j'avoue que j'ai été un petit peu cruelle, mais il fallait que je mette de l'accent sur ça. Parce que Sakina, elle a vécu diverses étapes. En premier, elle était la jeune fille modèle qui allait à l'école, qui aidait ses parents dans leur magasin, qui ne connaissait rien des choses de la vie. Quand elle vient, les seuls contacts qu'elle avait avec des jeunes de son âge, c'était avec Bousso et Salamata, ses cousines. Donc, elle était quelque peu novice. Mais dès qu'il y a eu l'histoire avec Ousmane et que ses parents étaient mis au courant, il y a eu un conflit entre Sakina et ses parents. Elle a tenu tête.
Elle a désobéi parce que pour moi, il y a des valeurs qui ne changeront jamais, quelle que soit la position qu'on a, l'endroit où l'on se trouve. C'est-à-dire le respect et l'écoute due aux parents. Même si on les considère vieux jeux ou has-been des fois, ils ont vécu la vie avant nous, ils ont un petit peu des expériences, donc on devrait les écouter. Même si on prend la décision nous revient, donc on devrait les écouter. Et Sakina n'a écouté personne, elle en a fait qu'à sa tête. Et je pense qu'il fallait qu'elle paye le prix pour que le malheur de sa vie arrive à échéance. Parce qu'elle a commis une grande bêtise, entre guillemets. Il fallait que, voilà, que sa fin soit aussi atroce qu'elle a été, mais moi j'ai trouvé ça excessif parce que ayant des parents qui vivent encore qui ne sont pas dans le besoin, qu'elle soit à la fois alcoolique, qu'elle perde son enfant parce qu'elle ne le voit plus, parce que le mari l'a amené, voilà, elle se réveille derrière une voiture, c'est-à-dire que oui, mais en fait, ça a été un processus, comme je l'ai dit, quand Sakina a commencé à tomber dans l'alcoolisme, Ousmane y a poussé. Et quand c'est arrivé à un point non-contrôle, il a essayé de persuader ses parents de l'amener au Sénégal pour les soigner. Et il s'est dû remettre une énorme somme d'argent et c'est ainsi qu'il a pris la poudre de l'escampette et a endormi Sakina et après il est parti avec leur fille. Eau de Radio 91.3, la diversité, notre identité. En lisant cher Ahmedou Kane, on voit dans la préface dire « Ce qui vous capturera, c'est d'abord l'écriture, efficace, dépouillée, limpide, élégante, qui vous décrira étape après étape le destin de cette jeune fille si belle, si brillante et si obstinément naïve. Dans le cas où, comme elle-même et comme moi, vous vous trouverez appartenir à l'attachante communauté des Peuls à Halpulaar, vous revivrez avec l'héroïne et sa famille à Paris, à Dakar et au Fouta, la vigueur, la prégnance et la force salvatrice des valeurs qui la sustentent et la protègent. Quand on voit ça sur le dos d'un livre, on se dit waouh, c'est quoi ce livre de Ndeye Fatou Kane? Sur ce coup-là. Parce que quand on lit la préface, on s'attend à lire un ouvrage excellent. Je dirais pas qu'il est mauvais, mais il a mis la barre très 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 haut. Et j'ai une grosse pression sur mes épaules. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, est-ce que, vous venez juste de publier ce livre, Le malheur de vivre. Est-ce qu'il y a un projet d'autres livres qui vont venir? Est-ce que vous avez l'ambition? Et sinon, pour le moment, vous vous attachez à juste publier celle-là et celui-là et puis faire la diffusion, la promotion. Déjà, j'espère que Le malheur de vivre est mon premier livre et pas le dernier. Il est vrai que, oui, moi aussi j'espère de tout cœur. Il est vrai que j'ai écrit ce premier et que j'ai vraiment souffert avant de le publier. Mais ce fut une aventure extraordinaire, merveilleuse, où quand on voit les personnages prendre corps, on s'attache à eux et on s'attache à développer une histoire. C'est formidable. Et on va laisser d'abord Le malheur de vivre faire son petit bonhomme de chemin avant de dévoiler de autres projets. D'accord. Mais néanmoins, d'autres livres pourront suivre. Oui, ils pourront suivre. Donc, on va laisser le temps. En tant que je suis une personne qui laisse faire le temps. Quand je sentirai le besoin d'écrire la suite ou d'écrire une autre histoire, je m'y attellerai. D'accord. Donc vivement le prochain parce qu'il faut que ce soit à la hauteur du premier ou bien au moins dépasser le premier parce que vu le nom de Cheikh Ahmedou Kane, moi je crois que vous n'avez plus le droit à l'erreur. Voilà. Donc qui est votre grand-père, signalons-le. Donc voilà, peut-être que c'est naturel. L'instinct de l'écriture a été naturellement, peut-être même en sautant une génération, parce que je ne pense pas que votre père soit écrivain aussi. Non, il n'écrit pas. Il n'écrit pas. Donc ça a juste c'était une génération pour s'ancrer en vous. Mais de toute façon, quel serait votre dernier mot par rapport à ce livre? Mon dernier mot, c'est de remercier toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début, qui ont décelé en moi des capacités d'écrivain avant même que je ne m'en aperçoive.
qui n'ont cessé de m'encourager depuis la création de mon blog, qui me lisent, qui m'écrivent pour me dire que mes écrits les touchent et que je devrais continuer. Parce que pour moi, j'écrivais pour moi, que même 5 ou 10 personnes me lisaient, ce ne serait pas très grave. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté construite autour de ma petite bulle, le nom affectueux que j'ai donné à mon blog. Et je voudrais remercier toutes ces personnes qui m'ont encouragé aussi à l'apparition de mon livre, qui l'ont accueilli, qui l'ont acheté, qui l'ont diffusé et qui en ont parlé tout autour d'elle. Donc sans toutes ces personnes-là, je n'aurais pas eu le courage de poursuivre ce projet de livre et je tenais à les remercier. Et pour les nouveaux lecteurs aussi, je les accueillerai à bras ouverts. Leur dire que le malheur des livres est là, qu'ils peuvent l'acheter, le lire et en parler autour d'eux et encourager la jeune écrivaine que je suis. Mais bien sûr, encourager la jeune écrivaine, mais aussi des écrivaines comme vous qui résident la plupart du temps maintenant en France, c'est malheureux de le dire, et qui publient des livres, parce qu'au Sénégal aujourd'hui, c'est vrai que la population n'encourage pas la jeunesse à publier de plus en plus de livres, même s'il y en a, mais aussi la promotion reste toujours à désirer, sinon la vente des livres reste toujours à désirer. En fait, là où le bas blesse. Exactement, là où le bas blesse, donc comme vous l'avez dit auparavant. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Merci à vous, merci à vous, un grand merci. Oui, je vous rappelle que le malheur de vivre est paru aux éditions L'Harmattan et qu'il est disponible et que vous pourrez l'acheter et que Ndeye Fatou Kane, nous reviendrons avec vous incessamment parce que je crois que la promotion est loin d'être terminée. Le thème qu'il aborde constitue même une actualité au Sénégal, fait partie des actualités du Sénégal. Donc je crois que nous reviendrons prochainement vers vous à travers même ce livre pour parler même de l'actualité au Sénégal. Oui, ce sera avec un grand plaisir. Merci encore. Merci, au revoir.